Bonjour tout le monde. Après avoir vous parlé de la GPA en tant qu'une interface sur laquelle vous pouvez implémenter des ORM tels que Hibernate ou bien d'autres, et après avoir vous montré dans la deuxième vidéo comment configurer votre projet Hibernate, on va passer maintenant à notre concept, c'est comment mettre en place le mapping. Si vous vous rappelez bien, donc un ORM, Object Relational Mapping, son rôle c'est assurer la correspondance entre une classe de votre base de données, plutôt de votre application Java, avec avec une table de votre base de données, de telle sorte que les attributs de la classe vont être en correspondance, en mapping, avec les champs de la table. On va découvrir durant cette vidéo quelles sont les différentes solutions possibles et quelle est la solution la plus pertinente pour mettre en place ce sort de mapping. Donc à ce niveau-là, on va découvrir deux méthodes. Donc bien sûr, selon l'architecture que je vous ai montré la dernière fois, on a créé notre application autour de Maven avec Simple Project. On a créé notre base de données sur WAMP, sinon vous pouvez le créer sous EasyPHP, sous MySQL Workbench, etc. Et puis je vous ai demandé de faire la configuration et le paramétrage, définir toutes les propriétés de connexion, le driver, l'URL, donc le login, le password, etc. au niveau des fichiers XML. Et on vient de déléguer la tâche à notre Hibernate pour qu'elle puisse, si vous voulez, assurer la communication avec votre base de données. Et bien sûr, Hibernate est une implémentation de l'interface GPA, comme je vous ai dit lors de la première vidéo. Donc, on va découvrir aujourd'hui deux solutions. Donc, la première solution se base sur un fichier HBM de type XML. La deuxième solution se base sur les annotations. Donc, on va découvrir ces deux situations et on va essayer de mettre en place ensemble les différents éléments nécessaires pour assurer ce sort de mapping. L'atelier sur lequel on va travailler aujourd'hui, donc ça va être la mise en place, donc si vous voulez, de mapping. Donc on va utiliser donc la première solution qui se base sur un fichier HBM XML. L'HBM, ça vient de Hibernate Mapping. Et la deuxième, il va se baser sur les annotations. Je vous demande de basculer vers Eclipse. On va revenir à notre projet qui est un projet Simple Project avec Maven. Si vous vous rappelez bien, la première des choses la dernière fois, c'est la mise en place des dépendances. Je vous ai demandé d'ajouter la dépendance Hibernate, la dépendance MySQL et puis la dépendance GTA qui permet de gérer les transactions. Sur Maven Dependency, je vous ai montré qu'on a tant de jars qui sont ajoutés après avoir demandé à Maven d'intégrer ces différentes bibliothèques. Deuxième étape, si vous vous rappelez bien, je vous ai demandé de créer en quelque sorte un fichier qui s'appelle Hibernate CFG. Et là, j'ai partagé avec vous sur GitHub le dépôt sur lequel vous pouvez récupérer les différents fichiers. Donc, il est déjà dans la description de la deuxième vidéo. Et de même, on va donc la mettre pour cette vidéo-là. Donc, à ce niveau-là, je vous ai demandé de définir toutes les propriétés, le driver, l'URL, le nom d'utilisateur, le mot de passe, dans quel SGBD vous voulez écrire les requêtes, comment vous voulez ouvrir une session et comment vous allez si vous voulez en quelque sorte, assurer la communication et le mapping entre les tables et puis les classes. Et puis la propriété Show SQL qui va nous permettre d'afficher toutes les requêtes SQL exécutées par Hibernate pour satisfaire les différentes demandes qu'on va lui passer au quoi. Puis je vous ai dit que pour accéder, pour ouvrir une session sur la base de données MySQL ou d'autres, vous êtes censé passer par ce fichier de configuration. Hibernate, en tant que framework qui dispose de son propre écosystème, il vous a préparé ou bien créé une classe dont le rôle c'est ouvrir une session. Donc au niveau de SRC main Java, DAO, donc on a téléchargé la classe Hibernate Etude, c'est une classe prédéfinie dans Hibernate. Quel est son rôle? C'est à partir de la configuration CFG XML, il permet d'ouvrir une session. Et si vous voulez donc ouvrir une session, vous êtes censé passer par Hibernate Etude et vous faites appel à cette méthode qui s'appelle getSessionFactory pour pouvoir ouvrir une session sur la base de données. Le démo qu'on a mis la dernière fois, si vous vous rappelez bien, c'était au niveau de package demo. Je vous ai demandé de créer Hibernate Demo. On a déclaré une variable session qui fait partie de org Hibernate Session.
On a passé par l'intermédiaire de la classe Hibernate Etual, fournie par le framework Hibernate. On a demandé donc de faire appel à getSessionFactory et l'ouverture de la session en question. Et je vous ai demandé d'afficher un message comme quoi la connexion bien définie. Quand j'exécute, donc on a déjà créé, si je reviens avec vous ici, je vous ai demandé de créer une base DB Hibernate. J'ai déjà lancé dans WAMP. Du coup, à ce niveau-là, quand je bascule vers localhost php-admin, je dois me retrouver avec l'interface de gestion, si vous voulez, MySQL. Donc à ce niveau-là, on a déjà notre base de données qui porte le nom DB Hibernate. Pour le moment, il n'y a aucune table. Si j'exécute le programme, vous allez voir que automatiquement, plutôt c'est hibernate demo.java. Alors une fois que j'exécute le programme suivant, donc j'arrête ça. C'est là où il y a le main. Alors, je clique à droite alors à l'intérieur pour forcer au système d'exécuter cette classe. Donc au niveau de console, on va se retrouver avec ce qu'on appelle le log version. Donc il va nous afficher donc Hibernate autant que framework. Il dispose d'un système de journalisation. Une fois qu'on fait l'accès, donc automatiquement il est censé arriver donc à cette situation-là. Et là, je vous demande de remarquer qu'à ce niveau-là, il ne dit qu'en quoi la version utilisée pour Hibernate c'est 6.1.0. Il vient de lire tous les paramètres et à la fin, il nous dit qu'en quoi que votre connexion est bien effectuée. L'objectif sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aimerait bien mettre en place des mappings. Alors, ce qu'on va faire alors, au niveau de notre classe, au niveau de notre SRC main Java, je vais demander de créer une nouvelle classe. Donc, je vais créer une nouvelle classe. Le package, on va l'appeler entity. Donc, ce qu'il faut retenir dans le jargon ORM, les classes qui disposent d'une correspondance sous forme d'une table dans la base de données sont qualifiées comme étant des entités. Alors, on va appeler notre entité produit. Et au niveau de notre entité, je vais définir donc les différents paramètres. Donc, un produit, il est caractérisé par donc private int référence. Deuxième donc champ, donc c'est private string libellé, c'est le nom du produit. Et puis le troisième champ, private float, c'est le préunitaire. Et je me demande de générer, donc avec source, je vais aller vers Generate, Getters and Setters. Donc, je clique sur Select All pour que le système puisse charger tous les, créer les get et les set pour tous les attributs. Donc voilà notre entité produit. C'est quoi notre objectif? C'est créer une table correspondante au niveau donc de la base de données. À ce niveau-là, sachant que pour le moment, DB Hibernate dispose d'aucune table. C'est-à-dire, on est arrivé à la situation suivante. Comment dire à Hibernate qu'on dispose d'une classe qui joue le rôle d'entité qui est en mapping avec une table dans la base? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la première méthode se base sur le hbm.xml. Alors sur là, le dépôt d'instance sur GitHub, je vous ai déjà mis en place donc un fichier qui s'appelle produit hbm.xml. Donc je vais chercher, donc je vais télécharger ce fichier-là. Je vais télécharger ce fichier, je bascule vers Eclipse. Normalement, donc tout ce qui est XML, on est censé donc la mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des ressources. Du coup, ce que j'aurais dû faire, au niveau de ressources, je vais créer donc un nouveau dossier. Donc je clique sur New Folder, de préférence pour avoir une cohérence avec l'entité autant que classe au niveau de SRC main Java et son fichier équivalent XML. Donc, je vais créer un folder ou bien un dossier qui s'appelle entity, comme le package qu'on a créé tout à l'heure. Et je vais coller donc le fichier XML à ce niveau-là. Et de préférence, il faut que votre fichier, le nom de votre fichier porte le même nom que votre classe avec donc le cfx.hbm qui veut dire Hibernate Mapping et puis XML. Je vais renommer alors le fichier, j'enlève le S si vous voulez. Sinon, ça va marcher même avec S, mais de préférence, il faut garder cette politique de nomination pour faciliter la lecture et puis la mise à jour de votre projet. Alors, une fois que le fichier est là, donc je vais demander d'ouvrir le fichier produit HBM. Alors, on va faire les modifications nécessaires. Alors, dans la classe principale, c'est
La balise principale, c'est la balise classe. Nous, on a déjà un package qui s'appelle entity et on a une classe qui s'appelle produit. On est en train de dire au système définir une liaison entre la classe produit qui se trouve dans ce package avec une table produit dans la base de données. La table pour le moment n'est pas encore créée. Ce qu'il faut retenir, en GPA avec Hibernate, la clé primaire est obligatoire. Donc les champs de notre table produit, si vous vous rappelez bien, c'est ref, lib et préunitaire. C'est ce qu'on vient de faire ici. On a donc un champ ref qui est de type, si vous voulez, int. Donc on a fait de l'id pour dire que c'est la clé primaire. On a un champ qui s'appelle lib. On a un champ qui s'appelle préunitaire. En plus de ça, donc si je fais appel, donc on a d'autres propriétés telles que la propriété colonne pour définir le nom du champ. Maintenant, comment le système il va se comporter? Si la table n'existe pas, Hibernate est censé créer une table qui s'appelle produit. Quels sont les champs de cette table? C'est référence, libellé, préunitaire. Quelle est la clé primaire de cette table? C'est le référence qui dispose de cette valise ID. Une fois le fichier créé, je l'enregistre, je clique à droite pour valider donc le fichier, validate, pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur à ce niveau-là. On vient de créer notre fichier de mapping. Maintenant, la question qui va se poser par la suite, comment on va dire à Hibernate que la classe produit correspond bien à la table produit dans la base de données? Pour communiquer avec Hibernate, vous êtes censé donc utiliser le Hibernate cfg.xml. Alors on va aller vers Hibernate cfg.xml et à ce niveau-là, je vais ajouter une nouvelle balise. C'est la balise mapping. Alors dans cette balise, je vais définir un attribut ressource et dans l'attribut ressource, je lui donne le nom de ce fichier. Donc je commence par le répertoire entity slash produit.hbm.xml. Une fois que Hibernate sera interrogé par notre Hibernate Etude, tout à l'heure je vous ai montré que le système il arrive à lire toutes les propriétés nécessaires. Une fois qu'il va trouver donc mapping resource entity hbm.xml, il est censé consulter ce fichier-là. Il va détecter qu'on a une classe qui s'appelle produit. Il va aller donc vers la classe produit pour la charger. Il va vérifier que la classe produit dispose de ref libellé préunitaire. Si c'est le cas, il va créer une table produit avec une clé primaire référence avec deux autres propriétés ou bien deux autres champs libellés et puis le préunitaire. On vient de dire à Hibernate avec cette instruction qu'il s'agit donc d'un élément, d'un mapping, d'une correspondance entre une classe et puis une table. Ce qu'on va faire par la suite pour faire le test, on va réexécuter notre classe Hibernate Demo. Alors, je reviens vers Hibernate Demo. Je demande au système d'exécuter donc la classe en question. Donc, comme tout à l'heure, il est censé donc faire le nécessaire. Et là, je lui demande de remarquer la chose suivante. Après avoir donc finalisé donc la lecture des différentes propriétés, il a exécuté donc la commande drop. C'est une commande SQL. Table if exist, supprimer la table s'il existe qui porte le nom produit. Bien sûr, la table n'existe pas, donc le système n'a pas abouti pour cette commande. Par la suite, il a exécuté donc une nouvelle requête LDD, description de données SQL, create table produit, avec référence qui est donc nulle, libellé avec varchar, le prix unitaire float, et bien sûr la clé primaire c'est notre référence. Si je bascule vers la base de données, je vous demande de remarquer que maintenant on dispose effectivement d'une table qui s'appelle produit avec donc la structure suivante. Ref comme clé primaire, c'est int, libellé comme varchar 255 et puis le préunitaire comme étant un float. Donc on vient de découvrir la première méthode qui se base sur le fichier HBM. On va passer maintenant à la deuxième méthode qui se base sur les annotations. Ce qu'on va faire alors, c'est que
Je reviens avec vous vers le package qu'on a créé tout à l'heure, Entity. Je vous demande de cliquer à droite là-dessus pour créer une nouvelle classe. On va l'appeler, si vous voulez, Employee. Alors, un employé, il est caractérisé par. Alors, on a private int mat, le matricule, private string, le nom de l'employé, private float, le salaire. Je vais demander de générer, comme tout à l'heure, les getters et les setters. Donc voilà la nouvelle entité qu'on vient d'ajouter, c'est l'entité employee avec donc le mat, nom et puis le salaire, les getters et les setters. Je vous ai montré tout à l'heure pour la première méthode, on est censé en quelque sorte ajouter un fichier XML et puis définir la liaison entre la classe et puis la table. La deuxième méthode se base sur les annotations. Il y a des annotations qui sont indispensables, qui sont obligatoires dans toutes les situations. Il y a des annotations qui sont facultatives. Alors, pour dire au système que cette classe employée, c'est une entité qui est censée communiquer avec une table, on va ajouter l'annotation @entity. Et là, on va faire appel à notre bibliothèque Jakarta Persistence. Pour donner un nom à notre classe, je peux utiliser donc l'annotation facultative table. Dans cette annotation, je fais appel à une propriété qui s'appelle name. Et là, donc, je peux l'appeler tab employee, par exemple. Pardon. La table employée est en correspondance, plutôt la classe employée est en correspondance avec une classe, avec une table employée. Supposons que vous avez oublié de définir @table. Hibernate est censé créer une table qui porte le même nom que votre classe. Je vous ai dit tout à l'heure que la clé primaire est obligatoire. Du coup, le matricule, c'est lui qui est la clé primaire. Donc, j'aurais dû faire la chose suivante. @id, lui-même fait appel à Jakarta Persistence et automatiquement, le système, il va donc en quelque sorte générer une, si vous voulez, clé primaire vis-à-vis donc le matricule. Il y a d'autres annotations, si vous voulez, facultatives. Par exemple, l'annotation colonne qui permet de définir la colonne. Je peux lui dire que pour cette colonne, qui est donc le nom, moi j'aimerais bien l'appeler name au niveau de la base. Ça, c'est à titre d'exemple si vous voulez. Donc, on a notre annotation. Ce qui est indispensable, c'est @entity, @id. @table, on les a utilisés ici pour donner un nom différent de la classe au niveau de la table. @column, donc je l'ai utilisé pour ajouter donc un nom et pour dire au système que l'attribut nom de la classe employee correspond à un champ name au niveau de la table. Vous pouvez définir des contraintes telles que ni label ou non, ainsi de suite. L'entité, elle est là. Comme tout à l'heure, on est censé poser la question, comment dire à Hibernate qu'il s'agit d'une entité? Comme tout à l'heure, la même réponse, vous êtes censé communiquer avec Hibernate en utilisant le fichier CFG. Je bascule vers Hibernate CFG XML. Je vais ajouter donc un nouveau mapping. Mais là, donc, à la place d'utiliser ressources comme tout à l'heure, maintenant, je n'ai pas créé un fichier XML séparé, mais la définition de l'entité, elle est dans la classe elle-même. C'est pour ça que je vais utiliser un attribut qui s'appelle classe. Donc la classe, elle se trouve dans un package entity slash, puisque plutôt ici c'est point, c'est pas comme tout à l'heure en XML. Et puis le nom de la classe, c'est employé. Donc on a deux types de mapping. Là, le premier mapping il se base sur un fichier XML. Le deuxième, quant à lui, se base sur une classe. J'enregistre et je relance à nouveau Hibernate Demo pour voir comment Hibernate va se comporter devant ces deux mappings au cours. Alors, je vous demande de remarquer, après avoir lu les différentes propriétés, Hibernate, il vient de détecter une table, une entité produit, il a supprimé donc le produit. Il vient de détecter donc une table employee, n'est pas donc existante pour le moment, donc il ne va pas supprimer. Puis il va créer la table produit dans un premier temps, et par la suite, il va créer la table employee par la suite.
Donc si je bascule vers la base de données, je vous demande de remarquer que maintenant on dispose de deux tables, la table produit et la table emploi. Donc je vous ai montré comment vous pouvez faire le mapping et quelles sont les différentes méthodes. Maintenant la question qui va se poser, quelle est la méthode la plus pertinente et la plus pratique? On va se mettre dans la situation réelle. Une base de données peut avoir autant de tables. Et du coup, il apparaît bien que le fait de créer pour chaque table un fichier XML, avec le temps, avec l'évolution du projet, ça va devenir incontrôlable. Du coup, il apparaît bien que les annotations, ils rendent le code plus sophistiqué, plus lisible et moins de fichiers de configuration de plus. Et du coup, donc, pour les ateliers qui vont venir par la suite, on est censé donc travailler avec la deuxième méthode qui se base sur le mapping. La dernière chose qu'on va voir avant de clôturer notre vidéo, c'est que si je reviens avec vous vers CFG, je vous demande de remarquer que pour la propriété HPM2DLL Auto, on a utilisé donc la méthode create. On va voir quel est l'impact de cette méthode. Je reviens avec vous ici. Je vais insérer un enregistrement dans la table produit. Je vais ajouter un produit 1 dans le référence P1 et dans le préunitaire 500 par exemple. Je lui demande de remarquer que je viens d'insérer un enregistrement dans la table produit. Alors, ce qu'on va faire par la suite, je reviens avec vous ici. OK. Je réexécute le démon à nouveau. Donc, le démon il vient d'être exécuté. Il m'affiche à la fin MySQL Connected, c'est-à-dire tout ça se passe bien. On va jeter un coup d'œil sur la base de données. On a toujours les deux tables produit puis table employé, mais quand je clique sur afficher, j'ai aucune information. C'est-à-dire que la méthode create, c'est une méthode qui est censée à chaque fois recréer la table. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure le drop. Si la table existe, il va exécuter drop, il va écraser la table et puis il va la créer à nouveau. C'est surtout cette méthode, on l'utilise peut-être dans la phase de test et peut-être la première fois pour générer toutes les tables. Mais par la suite, c'est plus pratique. La deuxième méthode, quant à lui, c'est la méthode update. Donc, je vais mettre ici update. Voilà. Donc, au niveau de update, je vais insérer comme tout à l'heure un nouveau enregistrement. 1, puis produit 1 et puis 500. Exécuter. Donc, on a l'enregistrement en question avec 1, P1 et puis 500. J'ai changé la politique de validate vers update. Je réexécute à nouveau, donc si vous voulez, le Hibernate démo. Alors là, je vous demande de remarquer que le système n'a rien supprimé, n'a rien créé. Et quand je bascule vers la base de données, je dois se retrouver avec les mêmes méthodes. OK? Quand je clique sur afficher pour le produit, donc il va afficher les informations que j'ai gardées tout à l'heure. On va supprimer maintenant la table employé. OK? On va réexécuter le programme pour voir comment le système il va se comporter. Donc j'exécute le programme à nouveau avec le console. Et là, je vous demande de remarquer, le système n'a pas touché la table produit, mais pour la table emploi n'existe pas, donc le système a exécuté la requête create. C'est-à-dire que la politique create que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la update plutôt. Si la table n'existe pas, il va la créer. Si la table existe, il ne va pas l'écraser, mais il va continuer d'ajouter les enregistrements dedans. La dernière politique qu'on va découvrir, c'est la politique validate. Donc je bascule vers la base de données, j'efface à nouveau la table employé. J'ai changé maintenant la politique create, plutôt update par validate. Je réexécute et on va voir comment le système il va se comporter. Et là, vous allez voir que on se retrouve avec une exception. Le système il vient de dire qu'il y a un problème de validation de notre schéma, c'est-à-dire de la liste de nos tables. Il vient de nous dire que la table employé est oubliée. C'est-à-dire que validate, si la table existe, il va vous donner la main pour continuer votre travail. Si la table n'existe pas, il va générer une exception. Donc nous, comme je vous ai dit tout à l'heure,
pour les prochains, donc si vous voulez les travaux qu'on va mettre en place ensemble, on va utiliser la notation pour avoir un code plus lisible, plus sophistiqué. Et puis on va utiliser donc la méthode update qui permet de créer la table s'il n'existe pas et qui garde la table sans l'écraser, c'est la table déjà créée auparavant. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Donc je vous remercie et à la prochaine.